La pièce était froide, stérile et insonorisée, conçue pour qu'une personne s'y sente complètement et absolument seule. De l'autre côté de la table en acier était assise ma sœur, Chloé, une femme qui avait toujours eu besoin d'être le centre de l'attention, mais qui n'était plus maintenant qu'un amas de larmes sous le regard de deux gendarmes militaires silencieux. Elle n'arrêtait pas d'essayer de croiser mon regard, cherchant une alliée en la petite sœur qu'elle avait l'habitude de protéger. Je ne lui offris rien d'autre que mon immobilité. La porte s'ouvrit dans un sifflement et mon supérieur, le colonel Dubois, entra. C'était un homme qui appréciait la précision et qui voyait de la compétence là où ma propre famille ne voyait qu'un passe-temps. Il posa un mince dossier sur la table, le son résonnant dans le silence. Il ne jeta même pas un regard à Chloé. Ses yeux, vifs et analytiques, étaient rivés sur moi. « Sergent Lefebvre », commença-t-il, sa voix neutre, dénuée de toute chaleur. « Le contre-espionnage requiert votre évaluation officielle. Cet individu est-il une menace, une complice consentante, ou simplement une idiote utile ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air, chacun comme un coup de marteau. Je vis le moment où la vérité frappa enfin les yeux de Chloé. La réalisation horrifiée que ce n'était pas moi qui avais des ennuis. Je faisais partie du tribunal. À peine 30 minutes plus tôt, j'étais en train de sourire. Le service du courrier d'une base de renseignement et d'écoute hautement sécurisée n'est pas exactement un lieu de joie, mais l'arrivée d'un paquet d'anniversaire peut changer cela. Mes amis riaient avec moi tandis que l'employé me tendait une boîte criarde, emballée dans du papier vif, tout à fait dans le style de Chloé. Je tendis la main pour la prendre, une chaleur rare et simple se propageant dans ma poitrine. Mais soudain, une ombre se projeta sur le paquet. C'était le colonel Dubois. Son attitude habituellement détendue avait disparu, remplacée par un masque rigide. « Écartez-vous, Lefebvre, dit-il, sa voix un ordre grave qui trancha net le brouhaha. Je fus confuse. « Mon colonel » demandai-je, ma main figée en l'air. Il ne répondit pas. Il pointa simplement un doigt stable vers l'étiquette d'expédition. Mes yeux suivirent sa direction, et la chaleur dans ma poitrine se mua en glace. Là, sur la ligne, tracée de l'écriture ronde et enjouée de ma sœur, se trouvait la phrase qui allait faire exploser toute ma vie. C'était une stupide blague que nous avions depuis toujours, une pique constante et condescendante sur ma carrière secrète. Mais dans ce monde, un monde de codes et de conséquences, c'était une confession. Il y était écrit, de la part de ta petite espionne préférée. Chloé trouvait ça hilarant. Elle m'appelait sa petite espionne depuis mon engagement, persuadée que je ne faisais que pousser de la paperasse dans un coin oublié de l'armée. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'utiliser une phrase clé connue, sur la liste de surveillance de l'agence même pour laquelle je travaillais. Pour comprendre la tempête qu'elle a déchaînée, il faut comprendre les deux vies que j'étais forcé de mener. Pour eux, je n'étais qu'un fantôme à table, une présence silencieuse à tolérer. Cela n'a jamais été aussi clair que lors de notre dernier Noël en famille. La soirée entière fut, comme toujours, le « Chloé Show ». Ma sœur Chloé, une responsable des réseaux sociaux survoltés qui confondait l'attention et l'affection, menait la danse. Elle avait sorti son téléphone, faisant défiler les statistiques d'une campagne virale qu'elle avait orchestrée pour une marque de soda. Sa voix était forte, ses gestes grandioses, et toute la famille était complètement captivée par l'histoire de comment elle avait réussi à maintenir un hashtag en tendance pendant 12 heures. C'était tout son univers, les likes, les partages et l'approbation publique éphémère. Mon père, Monsieur Lefebvre, un homme qui mesurait la réussite à la facilité avec laquelle on pouvait l'expliquer lors d'un cocktail, rayonnait. Il voyait sa propre ambition reflétée dans le charisme facile de Chloé. J'étais assise là, sirotant un verre d'eau, sentant le familier manteau d'invisibilité s'installer sur moi. Après que la performance de Chloé se fut enfin calmée, il y eut une brève accalmie. Je vis une ouverture, une petite lueur d'espoir insensé que peut-être, cette fois, ce serait différent. Je m'éclaircis la gorge et mentionnai que je venais de recevoir mes résultats au test d'aptitude linguistique de la défense. Je leur dis que j'avais obtenu un score dans le premier pourcentile. Pendant un instant, il y eut un silence. Je vis mon père traiter l'information, le front plissé, non pas de fierté, mais de confusion. Qu'est-ce que c'était que ces tests? Comment pourrait-il se vanter de ça? Ça n'avait ni éclat, ni glamour. Il tendit la main par-dessus la table et me donna une tape dédaigneuse sur la main, le geste que j'en étais venu à redouter. C'est bien, ma chérie. Tous ces livres finissent par payer, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. Mais Chloé, elle est dans le vrai monde, elle fait bouger les choses.
Chloé me lança un regard de l'autre côté de la table. Ce n'était pas méchant, pas exactement. C'était pire. C'était de la pitié. Le grand livre de comptes dans mon esprit enregistra une douzaine d'entrées supplémentaires. Le trophée du concours de sciences qui n'a jamais été exposé. Les bourses d'études universitaires accueillies par un haussement d'épaules. Les années de ma discrète diligence traitées comme un passe-temps excentrique et invendable. Mon vrai monde était un endroit qu'il ne pouvait même pas imaginer. Ce n'était pas une salle à manger bruyante et festive. C'était une ZRR, une zone à régime restrictif, une salle si secrète qu'elle n'existait pas officiellement, baignée dans la lueur froide et bleutée des moniteurs affichant des cascades de données cryptées. Il n'y avait pas de rire ici, seulement le faible bourdonnement des serveurs et le silence intense et concentré de personnes engagées dans un travail qui n'avait aucune marge d'erreur. C'était mon bureau, ma chaise, mon monde. Ici, je n'étais pas la discrète Anaïs. Ici, j'avais un autre nom. Quelques semaines seulement avant ce dîner de Noël, j'étais de service. Mon casque était pressé fermement contre mes oreilles tandis que j'analysais des renseignements bruts d'origine électromagnétique provenant d'une région à haut risque. Mes yeux parcouraient le flux de données, à la recherche de motifs, de murmures dans le bruit de fond. Et puis je l'ai vu. C'était minuscule, presque imperceptible. Une micro-variation dans la transmission numérique, ce que nous appelions une gig. C'était une faille si subtile qu'elle ressemblait à du bruit, mais ma formation me disait que c'était l'empreinte d'un signal parasite, un utilisateur non autorisé sur un réseau sécurisé. C'était une faille à grande échelle en train de se produire en temps réel, et personne d'autre ne l'avait remarqué. Mes doigts volèrent sur le clavier, mon rapport concis et clair. Je signalai l'intrusion, traçai son point d'origine probable et recommandai des contre-mesures immédiates. Je ne signais pas le rapport avec mon nom, mais avec mon indicatif. Mon supérieur, le colonel Dubois, un officier de renseignement de carrière qui ne gaspillait jamais un mot et qui décelait le talent avec une clarté absolue, se tenait derrière moi moins de 5 minutes plus tard. Il examina mon rapport sur sa tablette, son expression illisible. Puis il me regarda, une lueur d'immense respect dans les yeux. « Belle prise, Echo 7, dit-il, sa voix basse mais portant plus de poids que tous les éloges vides de mon père. Vous venez d'empêcher une faille catastrophique d'un réseau stratégique de la défense. » Il ne m'a pas tapoté la main. Il ne m'a pas appelé « ma chérie ». Il m'a appelé par le nom que j'avais mérité, et il a reconnu les vies que je venais de protéger. Dans cette pièce silencieuse et glaciale, je ne m'étais jamais senti aussi reconnu. Voilà quelle était ma réalité. Pourtant, lorsque j'essayais de combler le fossé, c'était impossible. Je me souviens d'un appel téléphonique avec ma mère, Madame Lefebvre, une femme dont toute l'identité reposait sur le maintien de l'illusion d'une famille parfaite et heureuse. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais frustré après ce dîner de Noël, et sa réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Anaïs, tu dois comprendre », avait-elle dit, sa voix pleine de ce ton conciliant que je détestais. La vie de Chloé est si publique. Tout est exposé. Toi, tu as un poste de fonctionnaire. C'est stable, ce qui est merveilleux, mais elle a davantage besoin de nos encouragements. On peut voir concrètement ce qu'elle fait. C'est momir la vérité à nu. Il n'ignorait pas seulement ma vie. Il l'ignorait volontairement. Mon monde était trop complexe, trop silencieux. Ils ne cadraient pas avec leur récit simple, alors ils ont choisi de ne pas le voir du tout. Il était plus facile de célébrer l'enfant en or que d'essayer de comprendre celle qui vivait dans l'ombre. Pendant des années, j'avais accepté les deux mondes. Dans leur monde, j'étais la discrète Anaïs, la fonctionnaire sans histoire. Dans mon monde, j'étais Echo 7, l'analyste qui protégeait des secrets. Après le paquet de Chloé, j'ai réalisé qu'un monde était sur le point d'entrer en collision violente avec l'autre, et que je ne serais plus là pour les protéger des conséquences. Une fois le confinement de la base levé, je me suis retrouvé dans une salle de briefing stérile avec le colonel Dubois. La seule autre chose sur la longue table était le paquet, mon cadeau d'anniversaire, maintenant scellé dans un sac de preuve en plastique transparent. Il avait l'air si petit et pathétique. Le colonel joignit le bout de ses doigts, son expression purement professionnelle. Il expliqua que la phrase que Chloé avait écrite, combinée à la destination du paquet dans un centre de renseignement connu, avait déclenché un système automatisé. Il s'agissait du protocole alerte rouge. Le protocole était absolu. Le système n'avait ni sentiment ni sens de l'humour. Il voyait une menace potentielle et exigeait une enquête de contre-espionnage complète sur l'expéditeur.
par conception, il présume une intention hostile jusqu'à preuve du contraire. Un calme étrange s'installa en moi pendant qu'il parlait. C'était un monde que je comprenais. Un monde de logique, de cause à effet. Chloé avait fourni la cause. Le système fournissait l'effet. Puis le colonel Dubois m'offrit quelque chose que je n'aurais jamais attendu, une porte de sortie. Je peux classer ceci comme un incident domestique non crédible, Lefebvre, dit-il, sa voix calme. Un signalement système un peu trop zélé. Nous pouvons faire disparaître le rapport. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le chemin facile. Je pouvais l'enterrer, retourner au ressentiment silencieux, aux tapes dédaigneuses sur la tête, au cycle sans fin de l'invisibilité. Le grand livre interne d'un millier d'affronts me disait de ne pas le faire. Je regardais le sac de preuves, l'écriture insouciante et bouclée de ma sœur. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la forcer, pour la première fois de sa vie, à entrer dans un monde où les actions ont des conséquences inévitables. Non, mon colonel, dis-je, ma voix stable, ne trahissant aucune de la tourmente intérieure. Le protocole a été déclenché par les données fournies. Le protocole doit être suivi jusqu'à sa conclusion. Ma relation avec l'expéditrice n'est pas pertinente. Un regard de sombre compréhension passa sur le visage du colonel. Il savait que je faisais le bon choix, et le plus difficile. Ma tâche suivante fut de constituer le dossier d'enquête préliminaire sur l'expéditrice. Je me suis assise à un terminal sécurisé, l'écran baignant mon visage d'une lumière froide. Je saisis méthodiquement les informations. Chloé Lefebvre, son adresse, son poste très en vue dans le marketing. Puis je suis passé à ses réseaux sociaux. La plateforme même qu'elle utilisait pour projeter sa vie parfaite devint une source de renseignements. J'ai catalogué chaque publication où elle se référait en plaisantant à moi comme ça, petite espionne. Chaque photo où elle m'avait identifié près de la base. Je n'inventais rien. Je ne faisais qu'alimenter une machine avec ses propres mots, sa propre empreinte numérique, une machine qui les analyserait sans parti pris ni sentiment familial. Je donnais au système les données dont il avait besoin. Chaque publication vantarde, chaque blague condescendante, chaque photo où elle m'avait identifié devint un point de données dans une enquête officielle. Les gendarmes militaires furent dépêchés. Chloé était sur le point de découvrir que dans mon monde, on ne peut pas simplement supprimer un commentaire. Les gendarmes militaires escortèrent ma sœur dans la salle d'interrogatoire numéro 3. J'observais depuis la salle d'observation voisine, une vitre sans teint séparant mon monde de celui dans lequel elle s'apprêtait à entrer. La pièce était une boîte grise parfaite, conçue pour n'offrir aucun réconfort, aucune distraction. Chloé entra avec les derniers vestiges de sa bravade intacte. Elle était habituée à ce que les pièces s'adaptent à son énergie, mais cette pièce était un vide. Elle absorba son indignation et ne rendit rien en retour. Les deux gendarmes partirent, et la lourde porte se referma dans un claquement, la laissant totalement seule dans le silence oppressant. Je pouvais presque entendre ses pensées. Tout ceci n'était qu'une grosse erreur, un malentendu. Anaïs, sa petite sœur un peu simplette, avait dû s'attirer des ennuis, et on l'avait entraînée là-dedans. Elle commença à faire les 100 pas, répétant le discours qu'elle servirait à n'importe quel bureaucrate malchanceux qu'on lui enverrait. Elle menacerait de poursuites judiciaires. Elle mentionnerait le nom de notre père. Elle se croyait en contrôle, pensant que les règles de son monde, où la confiance en soi est une monnaie et où la voix la plus forte l'emporte, s'appliquaient encore. Elle n'avait aucune idée que les règles avaient changé, qu'elle était maintenant une visiteuse en terre étrangère, et que c'était moi qui écrivais les lois. La porte s'ouvrit et le colonel Dubois entra. Il ne s'assit pas. Il se tenait droit, tenant une tablette comme une arme. Il commença sans préambule, sa voix plate et officielle. « Chloé Lefebvre, déclara-t-il, ce n'était pas une question. Vous êtes l'expéditrice d'un paquet qui a déclenché une alerte de sécurité de niveau 4 dans cette installation. » Chloé ricana, le son choquant de par son volume dans la pièce silencieuse. « Une alerte de sécurité ? C'était un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. C'est de la folie. » Les yeux du colonel ne sillèrent même pas. Il continua comme si elle n'avait pas parlé. Le paquet contenait un mot de code de renseignement hostile connu et était adressé à un agent sécurisé. Mot de code ? C'était une blague, balbutia-t-elle, sa confiance se fissurant enfin. C'est un truc stupide qu'on se dit depuis des années. Demandez à Anaïs. Elle vous le dira. Le colonel Dubois ignora son plaidoyer, sa voix baissant encore d'un ton, devenant plus acérée.
Notre seule préoccupation à ce stade est de déterminer vos motivations. Nous devons savoir si vous avez agi sous la contrainte, si vous êtes compromise, ou si vous avez agi avec l'intention délibérée de prendre contact avec un agent de renseignement protégé. Les mots cliniques et terrifiants restèrent en suspens. Sous la contrainte. Compromise. Intention délibérée. C'était le langage de la trahison, pas d'une querelle de famille. Le visage de Chloé devint pâle. La combativité la quittait, remplacée par une terreur grandissante. Elle était sur le point de se lancer dans une autre tirade défensive quand la porte s'ouvrit à nouveau. Et j'entrai. Je n'avais pas de menottes. Je n'étais ni en larmes ni effrayé. Je portais mon uniforme de service impeccable, mes rubans et un signe parfaitement aligné. Dans ma main, je tenais un dossier bleu avec une page de garde classifiée. Je refermai la porte derrière moi et vins me tenir à côté du colonel Dubois, un front uni d'autorité absolue. Je ne regardais pas ma sœur. Je m'adressais à mon supérieur. Mon colonel, dis-je, ma voix aussi calme et stable que je ne l'avais jamais entendue. J'ai terminé l'évaluation préliminaire de la menace concernant l'individu. Je laissai le mot flotter dans l'air. L'individu, pas Chloé, pas ma sœur. Elle était sans voix, la bouche légèrement entr'ouverte, regardant de moi au colonel et inversement. Les fondations mêmes de son monde se fissuraient sous ses pieds. Finalement, je tournai la tête et croisai son regard. Mes yeux étaient aussi froids que la pièce. La blague qu'elle a écrite, commençai-je, mon ton méthodique, est une phrase de reconnaissance utilisée par une cellule dormante du SVR que nous traquons activement depuis 18 mois. Elle est utilisée pour signaler un agent compromis. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. L'envoi de votre paquet à cette boîte postale spécifique, à ce moment précis, a failli faire capoter toute l'opération. Cela nous a obligés à exfiltrer 3 agents infiltrés du terrain. Son visage se décomposa. Le dernier morceau de sa réalité partit en poussière. Ce n'était pas une erreur. C'était réel. Mais le coup de grâce n'était pas encore tombé. Le colonel Dubois le livra avec une précision chirurgicale. Votre sœur n'est pas une employée de bureau, Chloé, dit-il, sa voix tranchant à travers son horreur naissante. Elle est spécialiste en renseignements d'origine électromagnétique. Son indicatif opérationnel était Cosette. Il fit un pas en avant. Elle est l'analyste principale de la division de contre-espionnage même qui enquête maintenant sur vous. Votre nom figure sur ce rapport officiel parce que, comme c'est son devoir, elle l'Y a mis elle-même. Ça y est. C'était le moment. J'ai vu 20 ans de dédain et de condescendance s'évaporer de son visage, remplacé par un choc pur et sans mélange. Elle me regarda vraiment, pour la première fois de notre vie. Elle ne voyait pas la discrète Anaïs, la petite sœur ennuyeuse avec ses livres. Elle voyait Cosette, une analyste principale, une entité puissante et inconnue qui tenait sa vie entière dans le creux de sa main. Tous les secrets, les nuits tardives, le travail, ennuyeux, tout s'emboîta en un instant terrifiant qui fracassa sa vision du monde. Elle avait passé une vie à me faire sentir petite. Finalement, il n'a fallu que 2 mots, Cosette, pour lui montrer à quel point mon monde était grand. 6 heures plus tard, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et Chloé en sortit. Elle était le fantôme de la femme qui était entrée. Sa bravade avait disparu. Son visage était pâle et bouffi, et dans sa main, elle serrait des copies des documents qu'on l'avait forcée à signer, une lettre de sécurité nationale et un accord de non-divulgation qui la liait légalement au silence pour le reste de sa vie. Elle n'était plus simplement Chloé, la responsable des réseaux sociaux. Elle était maintenant une personne avec un dossier gouvernemental permanent, une personne qui avait été officiellement avertie. Elle me vit au bout du couloir, en train de discuter avec 2 autres analystes, et fit un pas hésitant vers moi, la bouche s'ouvrant pour dire quelque chose. N'importe quoi. Je ne lui en laissai pas la chance. Je croisai son regard désespéré pendant une fraction de seconde, lui fis un léger signe de tête presque imperceptible en guise de renvoi, puis lui tournai complètement le dos. Un de mes collègues montrait un diagramme sur une tablette, me demandant mon avis sur une nouvelle situation en développement, et je lui accordai toute mon attention. Nous nous éloignâmes, nos voix n'étant qu'un faible murmure de paramètres de mission et de sécurité opérationnelle, laissant Chloé absolument seule dans le long couloir stérile. À cet instant, c'était elle l'invisible, et je compris enfin que je n'avais jamais eu besoin qu'elle me voie. 6 mois plus tard, je me tenais à un pupitre dans un auditorium sécurisé de la base. Le grade sur mon uniforme avait changé.
J'étais le lieutenant Anaïs Lefebvre. Devant moi était assise une classe de nouveaux analystes du renseignement, leurs visages avides et nerveux me rappelant la personne que j'étais quelques années auparavant. Sur le grand écran derrière moi se trouvait une diapositive détaillant une étude de cas anonymisée. Dossier 73B, anomalie d'origine nationale. Elle détaillait comment un paquet apparemment anodin d'un membre de la famille, portant une phrase codée écrite par négligence, avait initié un protocole de sécurité à grande échelle. C'était mon histoire, débarrassée des noms et polis pour en faire une leçon sur l'importance de la vigilance et la nature impitoyable des systèmes que nous défendons. Je n'étais plus le sujet de la crise. J'étais celle qui en tirait des leçons. Ma voix était stable et confiante alors que je les guidais à travers les erreurs de procédure et les compromis potentiels, transformant le dysfonctionnement toxique de ma famille en un précieux outil de formation pour la prochaine génération d'analystes. Le passé n'était plus une source de douleur. Ce n'était plus que des données. Après la présentation, alors que les analystes sortaient, le colonel Dubois s'approcha de moi. Il arborait un petit sourire, chose rare chez lui. « C'était bien fait, mon lieutenant, dit-il. » Ce nouveau titre venant de lui me semblait plus valorisant que n'importe quel compliment que ma famille m'ait jamais fait. Il regarda la pièce maintenant vide. « Vous avez pris une crise personnelle et l'avez transformée en une force professionnelle. Vous avez fait preuve d'une intégrité irréprochable au moment le plus critique. C'est la marque d'un leader. » Ces mots étaient simples, directs et sincères. Ils étaient une reconnaissance de mon caractère, pas seulement de mes accomplissements. C'était ma nouvelle famille, une communauté bâtie non pas sur des obligations dysfonctionnelles et des règles tacites, mais sur le respect mutuel, un objectif commun et la reconnaissance silencieuse d'un travail bien fait. C'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Quelques semaines plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau, un espace plus grand avec une fenêtre qui donnait sur l'ensemble de l'installation. La promotion s'accompagnait de plus de responsabilités, et j'étais plongé dans la planification d'une nouvelle opération lorsqu'une notification de mail apparut sur mon écran. L'expéditeur était Chloé. L'objet ne contenait que 4 mots. « Je suis tellement désolé. » Pendant un moment, je l'ai juste fixé. Des excuses. La chose que j'avais autrefois cru capable de tout arranger. Les mots que j'avais ardemment désirés pendant des années. Je l'ouvris avec un étrange sentiment de détachement. C'était un roman, un long mur de textes décousus et pathétiques, rempli d'excuses, d'apitoiements sur soi et de supplications pour obtenir le pardon. Elle écrivait qu'elle n'avait jamais su, qu'elle ne faisait que plaisanter, que ses parents étaient dévastés. Elle était désolée pour ce qui lui était arrivé, pour l'impact que cela avait eu sur sa vie. Je lus les premiers paragraphes et je ne ressentis rien. La vieille blessure avait disparu. Le grand livre de comptes que j'avais tenu si longtemps était clos, la dette était payée. Sa validation n'était plus une monnaie que j'acceptais. Sans une seconde de réflexion, mon doigt se déplaça vers la souris. Je cliquai, et l'email disparut dans le dossier des archives, non lu et sans réponse. Je me retournai vers la grande carte holographique sur mon écran principal, mon esprit déjà tourné vers la prochaine mission. Ma paix m'appartenait enfin. Ma sœur m'a envoyé un cadeau pour me rappeler qui elle pensait que j'étais. Au lieu de cela, mon supérieur lui a montré qui j'étais devenu. Si vous avez déjà eu à prouver votre valeur dans un monde que les gens refusent de comprendre, partagez votre histoire dans les commentaires. Dans cette communauté, votre signal est toujours reçu 5 sur 5.